Tous les jours, une nouvelle rumeur court à propos de l'endroit où nous allons. Je m'en fiche, pourvu que ce ne soit pas dans la boue. C'est si simple comme souhait. Et pourtant, Roy McPhee passera les 4 prochaines années dans la boue et la saleté, avec les rats, les poux et les cadavres en décomposition. Quand les frères McPhee s'enrôlent, le Canada n'a pratiquement pas d'armée régulière. La plupart des recrues sont jeunes, inexpérimentés et mal équipés. C'est la misère quotidienne des tranchées qui leur apprendra l'art de la guerre. John McPhee n'aura pas le temps d'apprendre. Il a patienté 2 ans avant de rejoindre ses frères Arthur et Roy. Quand il arrive en Europe, Arthur est à l'hôpital blessé, Roy est au front et John le rejoint. Il écrit à sa sœur Gladys. Chère Gladys, on a bien rejoint notre bataillon. On est ici depuis 4 ou 5 jours. Je suis allé dans les tranchées. J'ai vu Roy et on pourra se voir assez souvent. Il a l'air d'avoir bon moral. Il est toujours bien en chair. C'est sa première et sa dernière lettre du front. Le garçon de 19 ans est tué dans les premières heures de la bataille. Son frère Arthur écrit à la maison. Chers papa et maman, ce sera un choc terrible pour vous, alors que vous venez à peine d'apprendre que John est bien arrivé en France. Mais s'il n'est plus avec nous maintenant, c'est parce qu'il n'a pas eu peur de se battre. Et je sais que vous préférez qu'il soit mort au combat plutôt que de s'être conduit comme un lâche. Comme membre de l'Empire britannique, le Canada se bat aux côtés des forces alliées. La France, la Russie et la Grande-Bretagne. Auxquels se rallient plus tard l'Italie, la Roumanie, la Grèce et le Portugal. Les Alliés combattent les empires centraux dirigés par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les Canadiens se battent surtout en France et en Belgique, sur le front de l'Ouest. En une journée, à Ypres, la première division canadienne perd la moitié de ses hommes, pour quelques centaines de mètres de terrain. Les batailles de Festubert et de Givenchy en 1915 et de Saint-Éloi et de Montsorel en 1916 font de l'armée canadienne une force de plus en plus respectée. Mais aucune bataille n'est plus sanglante que l'offensive de la Somme. La bataille de la Somme commence le 1er juillet 1916. Les autorités militaires filment des reconstitutions épiques pour soutenir le moral de ceux qui sont restés au pays. En réalité, les tactiques militaires d'une autre époque ne peuvent se mesurer aux nouveaux engins de guerre. Les hommes sont souvent fauchés par les mitrailleuses en quittant leur ligne de défense. Le 1er régiment de Terre-Neuve perd 730 de ses 798 hommes, tués ou blessés dès la première heure de la bataille. Ces images, le pays ne les verra jamais. Les Canadiens s'engagent dans l'offensive de la Somme en septembre 1916. Parmi eux, Frank Maheu. On marchait sur des soldats morts et
dans 3 pieds de boue et d'eau. J'ai vu des pauvres gars essayer de panser leurs propres blessures. Des bombes, des obus tombaient partout autour d'eux. Ah, ma pauvre Angéline, tu peux pas t'imaginer l'horreur. Les Allemands et les Alliés perdent plus d'1 million d'hommes dans la boucherie de la Somme. Un prix exorbitant pour 10 kilomètres de terrain. Les Allemands l'appellent Das Blutbad, le bain de sang. L'infirmière Claire Gass soigne les survivants. Beaucoup souhaiteraient mourir. Ils sont tous si braves, et pourtant, même ceux qui ne sont pas blessés sont fatigués de la guerre, fatigués et désespérés. Des cas terribles. Dieu qu'il serait mieux mort. Un garçon avec les yeux et la bouche emportés. Une masse de chair informe sur un corps intact. La guerre s'éternise. À peine remis de leurs blessures, les patients de Claire Gass sont aussitôt retournés au front. Il n'y a pas assez de nouveaux volontaires pour remplacer les blessés, les morts et ceux que la guerre a rendus fous. Des pauvres gars, j'en ai vu tellement. Mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup qui perdent complètement la tête. Pour ceux-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Certains prennent de gros risques pour éviter de combattre. Le sergent William Alexander d'Alberta passe pour un planqué, comme on dit. Un jour qu'il doit mener sa section au combat, il ne se présente pas. Il est retrouvé 2 jours plus tard, passé en cour martiale et condamné à mort. Pour maintenir la discipline, l'armée britannique exécute ses déserteurs. Le contingent canadien fait la même chose. Seuls les Australiens refusent de le faire. Frederick Scott prépare le sergent Alexander à son exécution. Il s'est tourné vers moi. « Padre, y a-t-il un espoir ?» J'ai dit « Non, j'en ai bien peur. » Je lui ai dit qu'il n'avait qu'une chance de se racheter. Je l'ai supplié de sortir et d'aller bravement à la mort. Le sergent Alexander est fusillé par des membres de son propre bataillon à 6h10 du matin le jour suivant. Arthur Joseph Lapointe se souvient d'avoir été forcé de parader devant le cadavre d'un camarade exécuté. Le sang a éclaboussé sa tunique et sa tête est tombée sur sa poitrine. Son visage a conservé un air de si grande résignation qu'on dirait qu'il sourit faiblement jusque dans la mort. J'apporte avec moi une vision si troublante de ce spectacle horrible qu'il me semble que je ne l'oublierai jamais. 22 Canadiens sont fusillés pour désertion pendant la Première Guerre mondiale. En 1916, le premier ministre Borden s'engage à envoyer 500 000 soldats outre-mer. L'enrôlement devait être volontaire, mais le nombre de morts augmente et les enrôlements diminuent. Son engagement deviendra le principal enjeu politique au Canada.